Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés aujourd'hui, le journaliste Raphaël Ruffi-Fossoul et le consultant en communication Damien Gouy-Perret. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. Et face à vous, aujourd'hui, l'élu du 5e arrondissement de Lyon, Anne Prost. Bonjour Anne. Et le conseiller municipal de Vénissieux, Farid Ben Moussa. Bonjour Farid. Bonjour Alexis. Bonjour. Allez, aujourd'hui, on passe à 3 sujets sur lesquels nous allons débattre. Il y aura la possible hausse des impôts locaux à Lyon, les trottinettes en libre-service et puis ces élus qui ont du mal à jongler avec leur vie privée. Commençons donc avec cette épée de Damoclès qui a été installée par Grégory Doucet au-dessus de la tête des propriétaires lyonnais. Le maire écologiste qui a d'abord annoncé dans une interview au Progrès dimanche que face au surcoût de l'énergie cet hiver, eh bien, l'augmentation de la taxe foncière était une hypothèse mise sur la table et il n'a pas dit autre chose mardi en conseil municipal, si ce n'est que ce serait la faute de l'État s'il était obligé de procéder à une hausse des impôts locaux. Il n'y aura pas de fermeture de bâtiments publics, pas de grande coupure d'énergie. D'où ma question aujourd'hui, est-ce que les écologistes en font suffisamment pour éviter cette hausse des impôts? Damien, pour commencer. Alors, bonjour, je vais évidemment répondre non, puisque en fait rien n'a été annoncé dans les mesures d'économie d'énergie. Et il y a des choses qui seraient tout à fait faisables. Je regardais les consommations, les grands postes de consommation de Lyon. Le plus gros poste, c'est la piscine du Rhône, avec des dépenses en kilowattheure au mètre carré qui sont hallucinantes. Parce que l'eau est chauffée l'hiver. Parce que l'eau est chauffée l'hiver. Pour mémoire, la piscine du Rhône, pendant des années et des années, fermait fin septembre et ne rouvrait que début juin, et on vivait avec. Aujourd'hui, je pense qu'en période de crise, on pourrait éventuellement envisager de fermer la piscine du Rhône pendant un temps. Un poste dont j'ai le souvenir, qui est le poste piscine du Rhône, c'est 1100 kWh au mètre carré, ce qui est juste énorme. Ça représente 1100 personnes sur un mètre carré, parce qu'une personne dégage 100 kWh. Donc c'est énorme, c'est abominable. Et le parc de la Tête d'Or, c'est 6 fois plus, si ma mémoire est bonne. Le parc de la Tête d'Or, il y a les serres qui sont chauffées, donc c'est difficile de les couper, sinon tout crèverait à l'intérieur. En revanche, on peut tout à fait imaginer de fermer le parc de la Tête d'Or 2 heures plus tôt le soir pour éviter d'avoir un éclairage qui ne sert pas à grand-chose. Et là, je pense qu'on le maire aurait pu commencer par prendre ce genre de mesures avant de s'en prendre, comme d'habitude, aux propriétaires, parce que lui, il est très dogmatique. Pour lui, le propriétaire, ça rime avec riche, et ce qui est absolument faux, évidemment. Aujourd'hui, c'est son seul levier pour récupérer de l'argent. Et à force de s'en prendre aux propriétaires, on va les faire fuir de Lyon. Ça va poser rapidement un problème. Raphaël? Oui, il y a plusieurs manières de répondre. D'abord, on peut dire que pour l'instant, ils ne les ont pas augmentés depuis le début du mandat. Donc, ils ont quand même beaucoup moins augmenté les impôts que Gérard Collomb, qui les augmentait systématiquement en début de mandat. C'est une hausse assez forte la première année, ce qui lui permettait de bénéficier de cette hausse tous les ans de son mandat derrière. Un peu de polémique au début, puis après, il n'y en avait plus. Donc là, pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Après, c'est vrai que dans les arguments qu'il a avancés, on a entendu parler de profits exorbitants, inacceptables, pas justifiés par une hausse de valeur ajoutée. Cet argument ne plaide pas pour une hausse de la taxe foncière, puisque ces propriétaires lyonnais n'ont pas fait des plus-values extraordinaires cette année. C'est même peut-être sans doute plutôt l'inverse. Donc, dans les arguments qu'ils donnent, ils donnent plutôt l'impression de créer un bras de fer avec l'État pour que l'État prenne en charge les hausses des coûts d'énergie plutôt que réellement donner des arguments pour augmenter les impôts. Après, sur les économies qu'ils pourraient faire, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ça leur donne raison sur un point, c'est l'imprévoyance des précédentes équipes qui avaient laissé une ville avec peu d'endettement, c'est sûr, 3 ans d'endettement, mais des vitres des bâtiments municipaux qui ne sont toujours pas en double vitrage. Une dette patrimoniale importante. Donc aujourd'hui, là, on voit vraiment qu'effectivement, c'est de l'imprévoyance, parce que fermer le parc de la Tête d'Or 2 heures plus tôt, je ne suis pas sûr qu'en termes d'économie d'énergie, ça équivaille à mettre des doubles vitrages à la mairie du 6e arrondissement, par exemple. Je voudrais juste rebondir avant que la parole soit redistribuée. L'opposition lyonnaise a soulevé la problématique. Il aurait peut-être pu éviter d'exploser la masse salariale de la ville de Lyon en vue de faire des économies. Ça va peser dans la balance pendant des années et des années. Il a été averti moult fois sur le fait qu'il était en train de cramer la caisse. Je pense qu'il n'a pas été prévoyant non plus, effectivement. Anne? Alors en effet, c'est ce que j'allais dire. Messieurs, vous avez dit beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. Il est vrai que la facture énergétique va passer de 20 millions à 40 millions. Il ne faut pas que ce soit le contribuable qui se mette à payer une double note, sa note personnelle plus la note de la ville. On a noté aussi, en effet, qu'il a vraiment vidé les caisses. Il y avait un petit bas de laine quand même. Et là, il a eu affaire à des prêts. Et puis, il a eu des dépenses un peu inconsidérables et inconsidérées. C'est-à-dire qu'il a, vous vous en souvenez, loué des locaux sans les utiliser pour 70 000 € par mois, rue de la République, des locaux qui ont été totalement vides,
pendant plus d'une année, donc c'est une somme considérable. On sait aussi qu'il a embauché beaucoup de chargés de mission qui étaient grassement payés, et qui sont toujours grassement payés, des Parisiens et des Grenoblois. Et ça, c'est des dépenses assez importantes. Après, est-ce qu'il a beaucoup travaillé sur... on le sait, il a beaucoup parlé de réduction de la lumière en ville. On est une ville, ne l'oublions pas, qui avons beaucoup développé ce qui s'appelle la City Beautification. Pendant quelques années, il y a une bonne vingtaine d'années, on était les précurseurs en matière de mise en lumière. On a un site d'application de mise en lumière qui s'appelle OLAC, qui se trouve à la Valbonne. On recevait à Lyon des architectes en lumière, des spécialistes en lumière, où on travaillait déjà sur la modification des lumières avec des LED. Est-ce qu'on a des LED partout, puisque ça consomme beaucoup moins? Est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler sur la réduction de la consommation électrique, notamment dans les bureaux, les mairies, et par exemple dans les couloirs? J'ai vu qu'en Allemagne, tous les couloirs ne vont plus être chauffés alors qu'ils l'étaient habituellement, donc il va falloir juste fermer les portes. Il est vrai qu'aussi on peut réduire la température, ça on en a parlé beaucoup. 18 ou 19, on dit 19, les enfants dans les écoles, à 19, ils peuvent très bien tenir, surtout les petits, on dit il faut du confort. Ils bougent beaucoup, les petits, et puis on peut peut-être faire des activités qui leur permettront justement de brûler un peu d'énergie et de ne pas avoir froid. Donc là, il y a des dépenses un peu très importantes qui sont à noter, et je ne suis pas d'accord pour que ce soit le contribuable qui paye. Mais en effet, c'est une sorte de bras de fer, c'est une sorte de menace. Si le gouvernement ne nous aide pas, eh bien, on va être obligé d'avoir affaire à l'argent des petits propriétaires ou des propriétaires qui, en effet, ne sont pas des gens riches. C'est des gens qui ont souvent aussi des crédits et qui comptent. Même des jeunes qui se sont dit on va investir, pour eux, c'est vraiment une affaire difficile que d'avoir acheté. Donc, ce n'est pas à eux de payer une augmentation de leur taxe foncière. Farid, votre avis sur la logique des écologistes à Lyon sur cette question? Les écologistes, si on me dit qu'ils ne vont pas dépenser, j'y crois pas une seconde. Les écologistes en eux-mêmes, c'est dans leur gène de dépenser. C'est l'écologie bobo municipale qu'on retrouve dans toute la France. Ils augmentent les impôts. C'est vrai qu'ils sont peut-être moins malins que Colomb qui les augmentait au début d'année, mais ils vont les augmenter. C'est dans leur nature, c'est intrinsèquement, ils ont ça en eux. Déjà, il suffit de voir le nombre de personnes qu'ils ont engagées à la ville de Lyon, comme vous l'avez tous dit. S'ils avaient pu engager chacun de leurs électeurs, ils l'auraient fait, je pense. Ils ont ça en eux. Donc, ils vont augmenter les impôts. Et à côté de ça, c'est pas pour autant qu'ils vont baisser les dépenses. Comme il l'a si bien dit, la piscine municipale, il faut la fermer. C'est bon. C'est un coût énorme. Pour moi, les patinoires, on a Baraban, on a Charlemagne, c'est un coût énergétique énorme. Mais est-ce qu'ils ont envie de décevoir leurs électeurs qui sont écologistes dans le vote, mais pas véritablement dans le comportement? Pour moi, c'est sûr et certain, ils vont les augmenter. C'est une question, pour moi, fermée. Est-ce qu'ils vont les augmenter? Oui. C'est vrai qu'il y a peut-être une question aussi sur l'électorat de Grégory Doucet, qui ne sont pas forcément les personnes qui seront demain concernées par cette hausse importante de la taxe foncière. Anne? Moi, je pensais à la piscine. Alors, j'ai essayé de trouver quelques statistiques, quelques chiffres. Cette piscine, en effet, est très énergivore. Est-ce qu'elle est justifiée? C'est-à-dire quelle est la population quelle est la quantité de population qui va nager l'hiver? Est-ce que cette population-là peut peut-être aller courir au lieu d'aller nager? Et en effet, on la ferme à un certain temps. Ça serait très judicieux. Et là, on a un vrai effort en matière de coûts de fonctionnement. Je sais pas pourquoi vous dites que les électeurs des écologistes ne seraient pas touchés. On dit au contraire que les bobos votent assez écolo ces derniers temps. Donc peut-être que leurs électeurs sont plus prêts à payer des impôts. Ça, c'est peut-être une de mes questions. Moi, je suis quand même surpris d'entendre l'unanimité se faire sur la fermeture d'équipements municipaux, type les piscines. On sait que Lyon, on est sous-équipé en piscine, que l'apprentissage de la natation à Lyon est assez mauvais parce que par faute d'équipement. Hein. Donc dire que le peu d'équipement qu'on a ouvert l'hiver, il faudrait le fermer, je ne trouve pas que ce soit une mesure si anecdotique. Mais on est sur la question des sacrifices. Hein. Pour cet hiver, il y a des villes qui vont fermer des musées, c'est un sacrifice culturel. Pourquoi pas plutôt fermer une piscine et tirer un trait sur cette activité plutôt que des musées? La piscine du Rhône, est-ce que c'est un lieu où les écoles vont l'hiver nager? La piscine du Rhône, l'hiver, est vraiment un lieu de nage pour du sportif adulte qui, entre midi et 2, ou après sa période de travail, va vraiment nager. Est-ce que ce sont les écoles qui vont dans cette piscine? Je n'ai pas l'impression. Il y a quand même tout le printemps et l'été où on peut aller nager. Et puis on avait parlé à un moment donné d'installer des piscines dans l'eau, dans nos fleuves et rivières. Donc peut-être à travailler pour une période plus estivale. Ça ne sera pas d'ici cet hiver en tout cas. Non, bien sûr, bien sûr.
Oui, mais après, fermer les équipements collectifs, enfin, c'est évidemment une possibilité. C'est pas forcément ce qui consomme le plus d'énergie, hein, c'est plutôt aussi les dépenses individuelles. Donc, si vous voulez une mesure efficace, interdisez les voitures cet hiver en ville pendant les pics de demande d'énergie. Et là, on économisera de l'essence. On est quand même en économie de guerre, personne ne le dit, personne n'ose prononcer le mot, on va rentrer en économie de guerre, et je pense que chauffer l'air, puisque c'est une piscine ouverte, la piscine du Rhône, c'est pas une piscine fermée, c'est pas la piscine de Vèze, c'est pas la piscine Tronchet, je pense que ça serait une solution ponctuelle, il ne s'agit pas de fermer cette piscine systématiquement tout le temps, et là je pense qu'effectivement, à partir du moment où il y a une urgence, plutôt que de dire j'ai un levier augmentation des impôts, on peut commencer à faire un effort comme ça. J'entendais le maire de Bron l'autre jour sur votre antenne qui disait que fermer sa piscine, ça lui faisait économiser 1 000 € d'énergie par jour. Donc, ils vont faire 15 000 € d'économie sur 15 jours à Noël, période à laquelle la piscine est très peu fréquentée. D'ailleurs, j'imagine qu'à la piscine du Rhône, c'est pareil. Je pense que fermer la piscine du Rhône, qui est ouverte et donc qui est complètement énergivore pendant 15 jours, ça ne serait pas tout à fait un scandale. Et ça n'empêcherait pas effectivement l'apprentissage des enfants des écoles qui, en plus, seront en vacances à Noël. Moi, on me demande de couper ma Wi-Fi la nuit, on me demande d'éteindre ma télé, on me demande des micro-sacrifices. Des éco-gestes. Ouais, des micro-sacrifices. Pour moi, là, c'est bien plus efficace d'arrêter une piscine ouverte aux 4 vents pour une population, pour moi, qui est quand même minime, et c'est pas pour apprendre aux gamins à nager. On peut apprendre aux gamins à nager, on regroupe, on a un maillage quand même au niveau du Citral qui est important sur Lyon. On fait une piscine réservée pour l'éducation au niveau de la natation pour les écoles et on ferme les autres. Tout ce qui coûte une fortune, surtout en énergie, c'est pas en coût financier. En coût financier va encore, mais c'est surtout si on se retrouve avec un blackout et qu'on se retrouve avec la lumière coupée pour des histoires comme ça me ferait mal au cœur. Je vous propose peut-être d'avancer puisqu'on s'est pas mal exprimé sur le sujet. Nouveau sujet qui concerne les trottinettes électriques en libre service suite au terrible accident qui a coûté la vie à Iris et Warren en août à Lyon. Eh bien, les adolescents désormais ne peuvent plus emprunter les trottinettes puisque DOT et TIR désormais demandent à scanner une carte d'identité avant d'avoir le droit d'emprunter un appareil. Après le stationnement sur des zones précises, c'est une nouvelle étape restrictive du service. Je vous pose la question autour de la table parce que le renouvellement des opérateurs doit avoir lieu à Lyon en 2023. Est-ce qu'on ne devrait pas faire une croix, tout simplement, sur le libre-service et compter uniquement sur les trottinettes individuelles dont les propriétaires sont généralement plus précautionneux ? Farid, peut-être pour commencer. Pour moi, les trottinettes en libre-service, c'est n'importe quoi. Une ville apaisée avec des trottinettes en libre-service, ça n'existe pas. Et on parlait il y a 2 secondes d'économie d'énergie. Vous voyez le nombre de trottinettes en libre-service, il faut les recharger la nuit. C'est branché quelque part. Donc au niveau de la force que ça prend en électricité, c'est incroyable. Mais la nuit, c'est pas tellement un problème. C'est peut-être pas un problème, mais on nous demande de faire des efforts. Moi, je dois couper ma Wi-Fi la nuit et on doit charger je sais pas combien de milliers de trottinettes. Et il y en a combien de trottinettes ? Le nombre de trottinettes le plus élevé à Lyon, c'est pas sur les routes, hein, c'est dans le Rhône ou dans la Saône. Ça coûte combien en électricité ? Les batteries, c'est hyper polluant. C'est super dangereux. Moi, je suis venu en voiture ce matin. Franchement, ça part de partout. Voiture ? Je suis venu en voiture. Non, transport en commun. Transport en commun. Le métro B, encore une fois, ne fonctionnait pas ce matin. D'accord. La ligne D, pour venir ici, à Confluence, dans un quartier un petit peu à la mode, etc. Si je partais de Vénissieux, j'en avais pour 1h15. Ah oui, mais ça, parlez-en à notre majorité qui est persuadée qu'il y a suffisamment de rotation. Non, il n'y en a Alors, pas. les trottinettes, c'est un vrai problème. Hein. On se retrouve avec une explosion et on s'est laissé envahir et rattraper et prendre de vitesse par cette histoire des trottinettes. C'est devenu un engin à la mode, un de ces nombreux engins roulants. Le problème des trottinettes, c'est d'abord que c'est dangereux, que les gens ne suivent pas le code de la route, ne respectent pas ce code de la route et sont tous sans casque. Alors qu'on utilise des trottinettes publiques ou privées, je pense qu'il faudrait absolument un casque. C'est obligatoire, c'est la tête qui est touchée et automatiquement on est mort. Et on voit que c'est aussi des traumas très particuliers qui sont graves. Et je pense qu'il faut réduire le nombre de trottinettes, donc ou donner qu'une seule entreprise qui loue des trottinettes, ou réduire, vraiment surveiller ce fonctionnement des trottinettes. C'est pas clair, il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus. On ne sait pas si on a le droit ou pas le droit d'aller sur telle route à moins de 50 km/h en agglo, hors agglo. C'est très compliqué. Je pense qu'il faut vraiment respecter le code de la route, être beaucoup plus ferme sur son utilisation. Raphaël ?
Je suis assez frappé d'entendre qu'il y a des gens qui sont renversés et tués par des voitures. Trottinettes sont renversées par des voitures et on dit qu'il faut interdire les trottinettes. Dans ce même raisonnement, il faudrait interdire les piétons à Lyon, alors du coup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souci sur les trottinettes, mais là, en l'occurrence, les dangers, ils viennent effectivement de la voiture. Donc, la trottinette, quand elle est arrivée de manière assez sauvage avec des sociétés qui partaient dans tous les sens, effectivement, c'était un problème. Puis il y a aussi un apprentissage, un usage, et des besoins d'équipement qui n'étaient pas là. Progressivement, je trouve que quand même, ça s'apaise plutôt bien. Moi, je note une chose, c'est que dans les parcours mobilité, là, qui fait la nouvelle agence mobilité qui vient accompagner des gens pour essayer de leur permettre de trouver des alternatives à leur voiture, en fait, quasiment systématiquement, dans tous les exemples qui nous ont été présentés lors de l'inauguration, il y avait un recours à la trottinette électrique. Parce que c'est la trottinette électrique qui permet de faire les petits bouts de trajet jusqu'au transport en commun et vraiment de faire gagner du temps. Pourtant, ce n'est pas un équipement qui est aidé par la métropole jusqu'à présent. C'est vrai. Damien? Alors moi, je suis navré pour les quelques mineurs qui respectaient les règles, parce qu'effectivement, pour les enfants, c'est un bon moyen pour se déplacer. Après, je comprends tout à fait cette décision. Il y a une solution quand même qu'on a déjà évoquée, c'est un peu de répression. Pour moi, la répression, elle passe par l'immatriculation de tous les véhicules qui se déplacent en ville, scooters, vélos, trottinettes. Et puis quand on va louer une trottinette, on donne donc ses coordonnées aux loueurs de trottinettes. Et ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on a vu que machin ou machin avait grillé un feu à telle ou telle heure. Hop, l'amende arrive directement chez lui. Et je pense qu'un peu de répression, de l'éducation en amont, ok, mais on voit que ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que c'est la seule solution pour pouvoir conserver ce système-là, qui n'est pas un mauvais système, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est quelqu'un qui est sur une trottinette, sur un vélo, sur un scooter, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une voiture. Or, aujourd'hui, vu l'état de la ville, comme tout est fait pour qu'on ne puisse plus circuler en voiture, il va falloir qu'on trouve d'autres modes doux. Je ne suis pas un anti-trottinette, en revanche, c'est vrai que c'est ultra dangereux. C'est aussi ultra dangereux parce que les trottinettes telles qu'elles sont faites, quand il y a un accident de blocage, la trottinette passe au-dessus des gens et les coupe en morceaux, ni plus ni moins. C'est d'ailleurs ce que disent tous les médecins de Saint-Luc-Saint-Joseph qui reçoivent des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes chaque jour. Ils disent qu'en fait, c'est le produit particulièrement qui est dangereux, plus finalement que le choc. C'est finalement la trottinette qui passe au-dessus des gens qui est dangereuse. Et je pense que l'immatriculation, c'est la seule solution et on va finir par y venir. Par contre, moi, je suis d'accord avec vos arguments, etc., mais on est un peu parti. On parle je ne suis pas contre les trottinettes, je suis contre les trottinettes en libre service. La trottinette, en fait, c'est tout ce qui est location. Les rodéos qui se passent en ville, etc., ils ne le font pas avec leur voiture. Mimine sort de la voiture, je vais faire un rodéo. Ils louent des voitures, ils vont faire des rodéos. C'est la location le problème. C'est-à-dire que Parce que ça ne leur appartient pas. Ça leur appartient pas. Donc il n'y a personne qui prend sa trottinette, qui l'a achetée 500 € et qui la jette dans le Rhône. C'est la trottinette qu'ils ont louée ou c'est la trottinette si on fait la fête, on prend une trottinette, on la jette. Il n'y a pas de trottinette qui appartiennent à des particuliers dans le Rhône ou dans la Saône. C'est la location le problème. La location, vous arrivez, ça vous coûte 3 €, 4 €, vous cliquez dessus, vous faites n'importe quoi avec, vous la jetez par terre, personne ne va rien vous dire. C'est pas votre trottinette. Oui, mais la location, c'est quand même l'avenir, parce que que tout le monde possède une voiture, enfin 2 voitures par foyer, etc., c'est pas forcément une solution. Qu'on puisse louer des voitures permet justement d'avoir moins de voitures en ville. Qu'on puisse louer un vélo pour continuer un trajet ou une trottinette pour continuer un trajet, ce sont des solutions qui sont sans plutôt règle, intelligentes. sans règle, ça avec marche une pas. utilisation qui est beaucoup plus forte. Je suis d'accord, Oui, je suis plus d'accord avec lui. Mais la question, c'est le contrôle. Le problème, c'est aussi la bien sûr. vidéosurveillance. On est dans une ville qui est un peu aveugle. On met une vidéosurveillance, une trottinette fait n'importe quoi, à telle heure, tel endroit. Tenez, monsieur le loueur, enlevez-lui son abonnement, interdisez-lui de pouvoir relouer, c'est fini. On lui met 1 an d'interdiction et tout le monde va Je vous couvrir. rappelle juste que monsieur le maire ne souhaite pas beaucoup de caméras de télésurveillance, de vidéosurveillance. La même vidéo-verbalisation, ils sont pour. Hein. Oui, c'est vrai, mais peu. Quand vous parlez du libre service et vous dites que vous êtes contre, parce que les gens font les cons avec, il y a aussi ceux qui, avec leur propre trottinette, ne font pas les cons, mais qui sont des gens qui conduisent mal, parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire, parce qu'ils ne respectent pas le code de la route. Ils se mettent quand même en danger, en dehors du fait de faire des rodéos et de les jeter dans le Rhône et dans la Saône. Je pense que la problématique, ce n'est pas le libre service, la problématique, ce sont les trottinettes en général, qu'il faut plus encadrer, selon moi. Si je peux me permettre de conclure sur le sujet, parce qu'on va passer au 3e, et de rejoindre un peu ce que disait Raphaël. Évidemment, on parle des accidents qui concernent les trottinettes. Les 3 derniers qu'il y a eu à Lyon, et il y en a eu encore un hier. Les enquêtes sont certes en cours, mais la plupart du temps, c'est effectivement la faute des automobilistes qui renversent les trottinettes. Et celui d'hier qui se passe sur le pont Wilson, il y a un vrai problème sur la rive gauche du Rhône. Quand les voitures s'engagent sur les ponts,
avec les voies cyclables qui ont priorité, et ça, les automobilistes ne le savent pas non plus forcément, les cyclistes non plus. Il y a une vraie incompréhension, un vrai sujet voilà, sur le code de la route. Je ne suis pas d'accord sur les derniers accidents, puisque ça compte aussi Vénissieux. On a eu un accident grave il y a 3 jours de ça, la demoiselle a grillé le feu rouge, à fond. C'est vrai. Donc, il y a un partage de l'espace public qui est devenu très compliqué. Allez, terminons avec la grande démission des élus de l'agglomération. Lyon Mag sortira la semaine prochaine un dossier sur l'absentéisme dans les conseils d'arrondissement lyonnais. On voit également les exécutifs de la ville et de la métropole perdre des adjoints et des vice-présidents ou certains élus comme Raphaël Michaud, qui est adjoint à l'urbanisme à Lyon, qui demande de l'aide pour le soulager. Et puis c'est désormais connu, Bruno Bernard et Grégory Doucet sont difficilement joignables le soir, les week-ends et encore moins durant leurs vacances. Beaucoup n'étaient pas prêts à combiner leur vie privée avec celle d'élus qui demandent une charge de travail non négligeable. Alors on a la chance d'avoir des élus autour de la table qui sont certes d'opposition, mais qui ont un métier, une vie privée à côté. Est-ce qu'il faut forcément faire des choix forts quand on s'engage en politique, ou bien est-ce que les écologistes sont en train de se noyer dans un verre d'eau? Qui veut commencer? Je veux bien, vous êtes d'accord? Avec grand plaisir. Merci. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, le rapport au travail, d'une manière générale, a changé. Le rapport à son activité professionnelle et un élu, notamment de la majorité et adjoint, est quelqu'un qui reçoit des indemnités, qui a donc un travail, enfin, c'est considéré comme une activité, un mandat auprès de ses administrés. La nouvelle majorité, la nouvelle façon de travailler, c'est de se dire, je fais un break à partir de telle heure, 18h, 19h, j'arrête, je prends un congé parental, ce que nous avait dit Grégory Doucet à la naissance de son enfant, ce qui n'est pas très bien vu, puisque un mandat, c'est un mandat où on passe sa journée, son temps, c'est un investissement complet, c'est une mission importante d'un moment de vie. Donc là, c'est vrai que la vie privée, on prend un coup, et la famille le sait en général, c'est prévu. Nous, élus d'opposition, je ne sais pas exactement pour vous, mais moi, je suis totalement bénévole, je sais que c'est votre cas. Quand on est bénévole et qu'on est encore en activité, évidemment, il faut faire un choix. On a une vie personnelle, une vie professionnelle et une vie d'élu. Et la vie d'élu, elle est compliquée parce qu'on est dans l'opposition. Ça veut dire qu'évidemment, on sert éventuellement à remonter des informations auprès de la majorité pour essayer d'obtenir quelque chose pour nos administrés. Et puis, on est là aussi un peu pour faire... Pour remonter des infos, puis un peu les énerver, les ennuyer, leur poser des questions, parce que c'est important qu'il y ait opposition. Là, le problème, c'est qu'on a 3 missions, une mission perso. Les femmes aussi, on a ce problème de culpabilité dont je parlais récemment, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit toujours, je laisse ma famille, je laisse mon mari, je laisse mes amis. Moi, je me souviens que mes amis m'ont dit, on ne te voit plus, parce qu'en fait, on est extrêmement pris. Et le problème, c'est de se dire, est-ce que je me lance dans mon activité professionnelle à fond, parce qu'aussi, ça nous plaît, parce qu'on a des métiers aussi passion. Et quel est le temps que je vais garder à une mission d'élu, d'opposition, non rémunérée? Donc là, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'aussi, c'est une affaire de communication. La mairie de Lyon communique mal. Je sais, ils le savent, qu'ils ne savent pas communiquer. Il y a des choses qui ne se disent pas. Prendre un congé parental, Monsieur Grégory Doucet, on en est ravi, mais on s'en fiche. Votre vie, vous êtes élu, vous êtes là pour un certain nombre d'années. Si vous avez envie de vous occuper de votre bébé qui vient de naître, on est ravis pour vous, mais on n'a pas besoin de le savoir. Vous êtes présent les jours fériés, les soirs, on s'en fiche. Vous êtes là, vous avez une mission, vous êtes notre édile et on a besoin d'être sûr de votre capacité à travailler le plus possible. Et puis les horaires 18h, ça sera après. Voilà. Moi, il y a quelque chose qu'on oublie tous, c'est que les écologistes, quand ils ont été élus, la première surprise, c'était pour eux. Ils n'avaient pas du tout prévu ça. C'est les super favoris à l'époque, on s'en rappelle plus, parce qu'ils ont rasé tout le monde pendant l'élection. Mais les super favoris, c'était Collomb, le combat Kimfeld, et je me rappelle des titres de Lyon Mag. À aucun moment, on parlait des écologistes. Donc les écolos, quand ils ont monté leur liste, ils ont monté la liste de copains. Viens, rendre service, t'inquiète. On ne sera pas élus, mets ton nom. Mais ils se sont retrouvés élus. La liste, elle est longue. Donc ils se sont retrouvés élus, ils se retrouvent dans un conseil municipal. Et eux, on leur a dit, rends-moi service. Et ils se retrouvent... tu viens tous les lundis soirs ou tous les mardis, il faut que tu viennes. Non, j'ai water polo, il faut que j'aille nager à la piscine du Rhône. Donc, à partir de ce moment-là, je peux comprendre, parce que nous-mêmes, sur les listes, je sais qu'on a un peu poussé, on a mis des gens qui entre guillemets, ne voulaient pas être là. On aurait gagné, on se serait retrouvé aussi avec des élus qui n'étaient pas du tout loin de l'idée du sacrifice qu'un homme politique ou une femme politique peut avoir.
Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans ces conditions-là, dans la ville de Lyon, et autant à la métropole. Donc c'est pour ça qu'il y a autant d'émissions, c'est des amateurs. C'est des amateurs. Alors, il y a de l'amateurisme, mais aussi, je pense qu'en effet, les élus ne se rendaient pas compte de la quantité de travail. Et je l'ai rencontré avec des élus de mon arrondissement qui m'ont dit, mais on ne pensait pas qu'il y aurait autant de travail et on ne pensait pas qu'on serait si peu aidé. Donc en fait, ils lâchent le morceau au bout d'un moment parce qu'ils se rendent compte que c'est chronophage. Est-ce que c'est pas un peu le syndrome du président normal de François Hollande, où finalement, on n'attend pas d'une personnalité politique avec autant de pouvoir d'être normal? Oui, c'est vrai que c'est le paradoxe, c'est-à-dire que les citoyens demandent d'être représentés par des gens ordinaires qui soient proches d'eux, demandent à participer aux décisions, et en même temps, on confie dans notre organisation politique des responsabilités assez extraordinaires, et donc qui demandent un engagement extraordinaire. Un mandat et une responsabilité, c'est un peu différent. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Les écologistes, un an avant l'élection, ils savaient qu'ils se sont organisés pour gagner, en tout cas. Et sinon, ils n'auraient pas gagné, d'ailleurs. Ils ont fait une campagne où ils s'étaient plutôt organisés pour gagner. Mais effectivement, je pense que beaucoup n'avaient pas pris la mesure de ce que ça représentait. Alors qu'ils veuillent organiser différemment leur investissement. Ça, libre à eux. Ils se présentent devant les électeurs, ils l'assument. Moi, je trouve très bien que Grégory Doucet dise « je prends un congé parental », parce que c'est aussi un message qu'il adresse Bien plus sûr, c'est de la largement, communication. pour dire « bah oui, les pères, occupez-vous de vos enfants, moi je le fais, regardez ». Mais ça ne veut pas dire que même pendant son congé parental, il a perdu sa responsabilité. Il faut bien que s'il y a besoin d'une décision du maire de Lyon, elle puisse être prise. Alors peut-être prise par délégation, si c'est comme ça qu'il s'organise, mais en tout cas, il doit y avoir une permanence de cette responsabilité. Et là, le cas dont on a parlé, effectivement, c'est anormal que lorsqu'il y a une fusillade à la Duchère, que la préfecture cherche à joindre la mairie, il peut y avoir des décisions assez rapides à prendre, elle n'arrive pas à le faire, on comprend qu'il y a un agacement. Là les écologistes, ils ont quand même compris. Souvenez-vous des premières vacances de Noël, on a le sentiment que tout le monde partait en vacances en oubliant que justement ils avaient cette continuité de la responsabilité organisée. Il me semble que depuis, ils l'ont plutôt compris quand même. Damien? Je crois qu'il faut rappeler une donnée. En France, il y a 600 000 élus, il y en a environ 95% qui sont des bénévoles. Et il faut bien faire la part des choses entre le bénévole et la personne qui va devoir s'investir à temps complet. On sait que c'est un sacerdoce, comme l'a dit Anne. Quand on est élu à temps complet, on doit sacrifier. C'est une parenthèse dans sa vie et on s'est engagé pour ça. On va sacrifier une partie de sa vie professionnelle, etc. Mais quand on est un élu local, qu'on n'est pas indemnisé, je peux tout à fait concevoir qu'on ne soit pas présent aux réunions d'école qui, quelquefois, se multiplient. On peut en avoir 4 dans la semaine. Je comprends qu'on ne soit pas présent à un conseil d'arrondissement qui, je le rappelle, ne sert à rien puisque les arrondissements n'ont absolument aucun pouvoir et que le vote des arrondissements n'est même pas remonté au conseil municipal pour information. Donc, au bout d'un moment, les élus qui ne sont pas indemnisés, qui ont une vie personnelle, peuvent se dire « bon, je vais peut-être m'asseoir effectivement sur ce conseil d'arrondissement ». En revanche, quand on est un grand élu, quand on est maire de Lyon, quand on est président de la métropole, qu'on a une indemnité qui est quand même relativement conséquente et qu'on a postulé, on sait pertinemment que c'est une parenthèse dans sa vie, que pendant 5, 6 ans, pour les députés 5 ans, etc., c'est une parenthèse et qu'on s'investit pleinement. C'est ce qu'attendent effectivement les Lyonnais. C'est pas choquant, effectivement, que Grégory Doucet puisse prendre 3 jours de congé parental, etc. Le problème, c'est qu'il le fait en arrivant. Il n'est pas élu depuis un mois, qu'il explique déjà que il a des obligations familiales. Ça, il avait peut-être mal calculé, ça. Ça, c'est la vie. Qui fait que... Elle était enceinte de 9 mois. Oui, j'imagine bien qu'elle n'est pas tombée enceinte en un mois. Mais, quoique ça suffit de 2 minutes. Mais il savait pertinemment qu'en s'engageant éventuellement dans ce mandat-là, il y avait des obligations et que c'est du 24-24. Il y a beaucoup de métiers comme ça. Journaliste, c'est souvent du 24-24. Quand vous êtes collaborateur d'élu sans être élu, c'est du 24-24. Il est anormal que le maire de Lyon, ne serait-ce que pour donner l'exemple aux cadres qui bossent avec lui, dise moi je pars en week-end à 17h, alors qu'il va demander à des gens de faire des astreintes et d'être présents tout le week-end. Très bien, écoutez, on termine peut-être avec... Je voulais quand même rajouter quand même, parce que là on parle de Lyon, etc., mais moi je suis élu d'opposition à la ville de Vénissieux. Je ne comprends même pas c'est quoi le rôle d'un élu d'opposition dans cette ville, quoi. On se fait traiter de fasciste, on se retrouve avec des procès sur le dos, on se fait houspiller. Si on fait remonter quoi que ce soit pour l'habitant, à la limite, c'est le contraire. Il y a un habitant qui m'a demandé de mettre... non, on ne le fera pas, puisque c'est toi qui me l'as demandé. Donc, élu d'opposition, c'est super dur. C'est super dur. C'est un truc... à un moment, il faut peut-être qu'on enlève ce truc-là. Ça ne sert à rien dans notre ville. Ou donner des indemnités? Ça aiderait? L'argent, on s'en fout. Moi, personnellement,
Vous me donnez de l'argent supplémentaire, c'est pas ça qui va faire que ça va faire plus avancer des sujets. Par contre, donner plus de pouvoir à l'élu d'opposition, ça serait intéressant. Qu'il puisse vraiment siéger à des commissions, qu'il puisse avoir son avis, puisse avoir des responsabilités, qu'on puisse avoir des questions juridiques dessus. Ça, on n'a rien. Même si l'élu d'opposition vote contre, de toute façon, ça ne sert à rien. Oui. Il y aura une majorité relative et ça passera. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'impression, pour être un peu vulgaire, de pédaler dans la choucroute. Mais on est là et on représente nos électeurs. Donc on se doit d'être présent. Allez, merci à tous. Merci à vous qui nous regardez chaque semaine. N'hésitez pas à partager cette émission, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à vendredi prochain.